Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, l'information régionale puis nationale sur France 3. À la une, dans les Alpes, l'accueil de nouveaux migrants de Calais en Isère. Hier, 122 personnes sont arrivées dans le département. Nous irons à Saint-Hilaire-du-Rosier qui accueille des mineurs non accompagnés. L'avenir du Center Parcs de Roibon, toujours en suspens. La Cour administrative d'appel de Lyon examinait aujourd'hui la légalité de ce projet controversé en Isère. Le site est toujours occupé par les zadistes et les travaux sont à l'arrêt depuis octobre 2014. Et puis l'ANENA fait appel au financement participatif. L'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches doit faire face à la baisse des subventions de l'État. Nous en parlerons avec son directeur, Dominique Létang, notre invité ce soir. Un grand titre à la une de l'édition nationale à 19h30, une nouvelle compagnie pour redonner du souffle à Air France. Le groupe annonce la création d'une filiale pour des vols long courriers low cost. Objectif, faire concurrence aux compagnies du Golfe. Les hôtesses et stewards redoutent des recrutements à bas coût. Mais d'abord, je vous le disais, l'arrivée des migrants de Calais se poursuit en Isère. Hier, 122 personnes ont été accueillies dans le département, à Saint-Martin-d'Air, près de Grenoble, mais aussi à Saint-Hilaire-du-Rosier, où des mineurs non accompagnés sont pris en charge. Ils ne devraient rester que quelques jours. Xavier Schmitt, Nathalie Rapuc. Les migrants sont arrivés de Calais dans la nuit vers 2h30 du matin. Ils sont 49, tous mineurs, hébergés dans cette colonie de vacances réquisitionnée pour devenir un centre d'accueil. Impossible de les filmer ou d'interviewer le personnel qui les accompagne. Le maire a été surpris. Il s'attendait à recevoir des familles et il n'a disposé que de quelques heures pour s'organiser. Déjà hier soir, j'ai informé l'ensemble du conseil municipal de l'arrivée des mineurs. Et puis donc, nous avons mis sur le site de la commune cette arrivée et la préfecture a fait un communiqué ce matin pour l'ensemble des habitants. L'annonce de l'accueil de migrants début octobre a divisé cette commune rurale de 2000 habitants. Il y a eu des réactions hostiles, avec même des coups de feu contre le centre d'accueil. Mais la municipalité s'est efforcée d'apaiser les tensions. Des élans de solidarité se sont également manifestés. Le truc, c'est qu'ils vivent la guerre dans leur pays. Donc si on ne peut pas accueillir justement des gens dans le besoin comme ça, on ne sert plus à rien, quoi. La population est vraiment partagée sur cet accueil. On sait que c'est des enfants. Où vont-ils aller, où est-ce qu'ils vont aller, on n'en sait rien du tout. Que dire, bienvenue, et on espère qu'ils auront tout le confort qu'on peut leur souhaiter. Selon la préfecture de l'Isère, les 49 migrants ne séjourneront que quelques jours dans ce centre d'accueil et d'orientation, ici à Saint-Hilaire-du-Rosier. Ils seront transférés dès lundi prochain, le 7 novembre, dans un centre adapté pour les mineurs isolés, un centre situé dans le département de la Loire. Et l'on reparle à présent du Center Parcs de Roibon en Isère. Souvenez-vous, le tribunal administratif de Grenoble avait donné raison aux opposants à ce projet. Eh bien, le dossier était à nouveau examiné par la Cour administrative d'appel de Lyon. Aujourd'hui, au centre des débats, la question du respect de l'environnement. Céline Aubert, Dominique Sommet. Nouvelle bataille sur le front judiciaire. En toile de fond, c'est une guerre que se livrent deux mondes, celui des intérêts économiques et celui des intérêts écologiques. Et décidément, ils ne parlent pas le même langage. L'environnement, ça ne fonctionne pas avec les maths. Enfin, je veux dire, il y a des choses beaucoup plus complexes. Il y a des interactions entre les zones humides et puis ce qu'on détruit à un endroit. On ne peut pas le compenser à des centaines de kilomètres. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous vous blessez là et puis vous mettez un pansement sur votre voisin. Dans ce dossier très technique, la question centrale, c'est celle du respect de l'environnement. Quand on détruit une zone humide, il faut compenser par ailleurs. Et justement, en été 2015, le tribunal administratif de Grenoble a jugé insuffisantes les mesures compensatoires de Pierre et Vacances. Déjà, le dossier, il répondait à l'exigence de 200% de mesures compensatoires. Donc déjà, nous considérons que le dossier était complet de ce point de vue-là. Ce qui a été proposé, c'est une amélioration qui est encore supérieure aux exigences des textes. Voilà, donc c'est un plus. Pierre et Vacances ira jusqu'au bout pour mener à bien son projet, le Center Parcs de Roibon, devenu une ZAD au même titre que Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivins. C'est ainsi qu'à l'hiver 2014, le ton monte entre les pour et les contre. Mais en réalité, des associations s'opposent au projet depuis près de 10 ans. Face à elles, le département, la préfecture et la mairie. N'oublions pas qu'on n'a pas d'entreprise, on n'a pas d'industrie sur le secteur et qu'on a besoin d'une activité.
Et en termes d'activité, pardonnez-moi, mais le tourisme n'est pas une activité qui pose des problèmes majeurs. Depuis le début, on dit que le site n'a pas été choisi où il fallait. Et moi, je me dis qu'à l'écoute de tout ce qui s'est dit ce matin, si demain un autre projet arrive sur le bassin Rhône-Méditerranée, je ne sais pas où ils vont prendre les compensations, parce qu'a priori, c'est difficile à en trouver aujourd'hui. La Cour administrative d'appel de Lyon rendra sa décision le 22 novembre. Suivra-t-elle l'avis du rapporteur public? Le magistrat s'est farouchement prononcé contre la reprise des travaux. En Isère, nouvelle audience aussi pour les ex-salariés d'Ecopla qui souhaitent reprendre leur entreprise en scope. Le recours contre le rachat d'Ecopla par une société d'Italienne était examiné en appel par le tribunal de commerce de Grenoble. Ils seront fixés le 16 novembre. Tous les détails sur alpes.france3.fr. Cette image spectaculaire à présent à Brison-Saint-Innocent, en Savoie, un camion s'est retrouvé suspendu au-dessus du lac du Bourget après un accident sur la départementale 991. Du carburant s'échappait du poids lourd, laissant craindre un risque de pollution. La route est restée coupée jusqu'en milieu d'après-midi et le camion a finalement pu être évacué en fin de journée. La D991 est donc rouverte à la circulation. Ils empruntent chaque jour les voies qui longent la ligne du tramway, celle qui part de Grenoble et va jusqu'à Saint-Égrève. Des riverains se disent excédés par des feux tricolores qui régulent la circulation. Ils seraient trop nombreux et surtout mal programmés. Une pétition est lancée pour qu'ils soient modifiés. Aurore Trespeux, Marie Michelier. Premier feu, 50 mètres après un deuxième feu, 30 mètres après un troisième feu et 80 mètres après un cinquième feu. Et ça continue comme ça sur 7 km. Depuis bientôt 1 an, 33 feux régulent la circulation le long de la nouvelle ligne de tramway, beaucoup trop selon les riverains. 2 d'entre eux ont lancé une pétition pour éviter les arrêts systématiques et les bouchons très fréquents. Ce qu'on demande juste, c'est des modifications de bon sens et améliorer ces différents carrefours de façon à permettre une meilleure fluidité, moins de stress, moins d'incivilité aussi, parce que forcément les gens en ont marre d'être arrêtés et puis grillent les feux rouges. Donc. Plus de 900 personnes ont déjà signé cette pétition depuis son lancement en septembre. À 1000 signatures, Jean-Paul Misselin se rendra à la mairie pour exposer ses doléances et celles des habitants de Saint-Égrève. Je me réfère à la période qui précédait, où on avait 2 feux sur la distance, on en a 33 aujourd'hui. Alors, il y a quand même un problème. J'ai beaucoup de salariés qui empruntent cette taxe-là. Effectivement, ça les ralentit pour aller d'une mission à une autre. Les feux rouges, pour un automobiliste, ils sont toujours trop longs de toute façon. De son côté, la ville ne constate pas de problème majeur de circulation. Nos services ont étudié un peu tous les carrefours, voir tous les cycles qu'il y avait et fait des propositions d'évolution au SMTC qui ont été prises en compte. Et ce qu'on constate, nous, depuis plus d'1 an, c'est que la situation évolue quand même très favorablement. Le SMTC, le syndicat mixte des transports en commun que nous avons contacté, dit ne pas pouvoir donner de réponse aux riverains dans l'immédiat. Il va donc falloir faire preuve de patience. Direction maintenant Chambéry où les fonctionnaires sont appelés à manifester ce soir devant le commissariat. Le mouvement des policiers s'étend à d'autres corps de métier, pompiers, douaniers. Cédric Picot, vous êtes en direct. Est-ce qu'il y a déjà du monde ? Oui, il y a environ, je dirais, une centaine de personnes déjà qui s'est massé derrière le commissariat de police. Il y a effectivement beaucoup de monde qui est venu ce soir. C'est la 2e manifestation à Chambéry en moins d'1 semaine pour les policiers. Alors les policiers, qu'est-ce qu'ils revendiquent? C'est un peu comme l'ensemble de leurs collègues au niveau national. Ils demandent une révision du cadre légal de l'exercice de la légitime défense. Ils demandent plus de moyens. Ils demandent un retour des effectifs au niveau de 2008. Ils demandent aussi un matériel plus adapté à la situation actuelle de l'état d'urgence. Et ils appellent aussi la justice. Ils demandent à la justice d'obtenir de meilleures applications des peines et le rétablissement des peines planchées. Les policiers aujourd'hui sont en colère. Il y a un gros malaise dans leur profession. Ils expliquent qu'ils ne peuvent plus exercer leur métier en sécurité. C'est ce que nous explique l'un des fonctionnaires que nous avons interrogé, un fonctionnaire qui a tenu à rester anonyme car il est tenu par le devoir de réserve. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est simple, c'est de pouvoir travailler en sécurité. Tous autant qu'on est, on a tous eu des problèmes un jour dans notre carrière, plus ou moins graves. Donc là, ça a été la goutte d'eau, une des gouttes d'eau Viry-Châtillon, parce que des comme ça, il y en a quasiment tous les jours. Heureusement, c'est pas tous les jours que les collègues
prennent des cocktails Molotov, mais il n'empêche que voilà, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On ne bosse pas en sécurité. Il est censé y avoir des textes qui nous protègent qui ne sont pas appliqués, notamment pour la constitution d'une patrouille. Donc voilà, on demande déjà à ce que ce soit appliqué et en plus d'être protégé dans notre travail, que ce soit par la justice ou par notre hiérarchie, ce qui n'est pas le cas au jour d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce mouvement est totalement apolitique. Il n'est initié par aucun syndicat. Ce sont les policiers de la base qui ont initié ce mouvement ici à Chambéry. Ils ont demandé à des collègues douaniers, à des collègues de l'administration pénitentiaire, à des pompiers de venir les rejoindre ce soir. Dans quelques instants, la foule qui est derrière moi va partir. Le cortège va traverser la ville de Chambéry. Ils appellent aussi la population à les rejoindre et les soutenir. La semaine dernière, plus de 150 Chambériens avaient déjà rejoint le cortège pour marquer leur soutien aux policiers mobilisés. Merci Cédric. Elle est comme beaucoup d'autres confrontée à la baisse des subventions de l'État. L'ANENA, l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches, basée à Grenoble, a décidé de faire appel au financement participatif pour mener à bien de nouveaux projets. On verra lesquels avec son directeur Dominique Létang. Mais d'abord, on va regarder l'extrait d'un clip que vous diffusez en ce moment et qui nous rappelle ce que fait l'ANENA. Tout commence le 10 février 1970 à Val d'Isère, lorsqu'une avalanche déferle sur le chalet de l'UCPA, faisant 39 victimes. Le 10 octobre 1971, le Conseil d'État crée l'ANENA. Et cela fait maintenant plus de 45 ans que l'ANENA œuvre pour sensibiliser les pratiquants et fédérer tous les acteurs du risque d'avalanche. Bonjour, voilà l'équipe de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches. Notre but est d'améliorer la sécurité des personnes et des biens en montagne hivernale face au risque d'avalanche. Chaque année en France, ce sont en moyenne 30 personnes qui décèdent par avalanche. Ce sont aussi des millions de skieurs qui sortent des domaines sécurisés. Autant de personnes qui, un jour, peut-être, seront confrontées à une avalanche. Autant de personnes que nous devons sensibiliser. C'est pour cette raison que nous faisons aujourd'hui le choix du financement participatif. Parce que la sécurité en montagne est l'affaire de tous ceux qui la fréquentent, participez à l'élaboration des futurs outils de prévention, soutenez l'ANENA. Dominique Létang, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'ANENA. Quelle est la situation de votre association? L'ANENA est-elle menacée? Alors je ne dirais pas menacée, mais l'équilibre est fragile. Et donc comme on attend des subventions qui ne viennent pas, il faut absolument changer le modèle économique. Et c'est pour ça que nous sommes lancés dans cette première campagne. Elles ne viennent pas ou elles ont baissé? Elles ont baissé au fil des décennies, pour certaines même à carrément disparaître. Donc on ne peut plus espérer et attendre, il faut vraiment agir. C'est quoi le budget de l'ANENA aujourd'hui? Le but c'est de former, de sensibiliser le grand public au risque avalanche, mais aussi les professionnels, les artificiers, les maîtres chiens d'avalanche. Gros travail. Et pourquoi le choix du financement participatif, s'adresser au grand public pour récolter de l'argent? Parce que tous les gens qui pratiquent la montagne enneigée vont se sentir concernés par cette campagne, puisque le projet derrière, c'est donc de faire un site dédié pour que les gens puissent aller faire une auto-évaluation de leurs connaissances. Et ça, c'est quand même très important, ce sera gratuit et en fonction des résultats, un peu comme au code de la route, ils sont orientés vers une formation ou alors des tutoriels didactiques ou de la bibliographie spécialisée. Ça, c'est l'un des projets que vous souhaitez financer. Il y a d'autres projets également, vous pouvez nous en parler? Oui, il y en a un autre qui concerne une plateforme de réservation de nos stages. C'est extrêmement important parce que ça générera des mails automatiquement pour les gens qui sont inscrits. On va pouvoir les suivre. Géographiquement, les gens vont trouver très facilement une formation autour de chez eux. Et enfin, on a aussi le projet d'accompagner les moniteurs maîtres chiens d'avalanche pour leur formation du mois d'octobre parce que c'est extrêmement important que l'équipe pédagogique se retrouve avant le stage de formation initiale qui a lieu en décembre aux Deux-Alpes. Donc des choses très concrètes. Est-ce que tout ce que vous mettez en place pour sensibiliser les skieurs donne des résultats? Les gens connaissent mieux la montagne ou est-ce qu'au contraire, avec l'arrivée d'un matériel plus performant, ils se méfient moins? Dans le lot, il y en a certains. Mais quand même, il y a une bonne prise de conscience de la part des gens parce que finalement, on se retrouve toujours avec une moyenne, même si c'est trop, de 30 personnes décédées en montagne durant une saison. Et pendant le même temps, il y a une explosion des activités de ski, de freeride, de hors-piste, de free-rando, de raquettes à neige, parce que même les raquettistes, malheureusement, peuvent finir dans une avalanche.
Donc finalement, je crois que le travail de sensibilisation porte ses fruits. Rapidement, pour revenir au financement participatif, vous en êtes où? Ça donne quoi? Là, on est à l'instant même à près de 12 000 € sur 60 000 € que l'on cherche. C'est presque 20%, donc c'est un bon début. Mais il ne reste que 35 jours, donc on aura vraiment besoin de tout le monde. Dominique Létang, merci. Je précise que cet appel aux dons pour l'ANENA est relayé via le site internet de l'association www.anena.org. Allez, toute autre chose avec ce reportage qui nous emmène près de Lyon. Chaque année en France, plus de 20 000 emplois de cuisiniers ne sont pas pourvus. L'AFPA du Rhône a donc créé un cours de cuisine en ligne pour les amateurs ou ceux qui cherchent une formation de cuisinier. La seconde saison de ces cours online s'est tournée fin octobre. Sylvie Bosquiero, Morgane Plouchard. Tu veux lui mettre le micro plus haut aussi? Ça ressemble à un tournage d'émission de cuisine et d'ailleurs c'en est un ou presque. Ici on tourne un MOOC. Voici quelques conseils de chef pour réaliser une bûche. Un MOOC, cours en ligne souvent gratuit et accessible à tous. Ce qu'on met en boîte dans cette cuisine d'un centre de formation près de Lyon, c'est la saison 2 du MOOC Cuisine de l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes. La saison 1 a fait un carton, 53 000 inscrits auprès de l'AFPA. Du coup, après les 101 techniques de base de la cuisine, cap sur la pâtisserie pour la saison 2, aux manettes et au fourneau. 3 chefs experts en formation pour 18 cours en 3 chapitres, le gâteau de A à Z. Ces 3 modules de pâtisserie sont sur les bases de la pâtisserie. Donc accessible à tout le monde. Des personnes qui veulent réviser, qui sont en activité et qui veulent réviser en vue de passer un diplôme, par exemple, ça arrive relativement souvent. Des personnes qui ne savent pas vers quelle voie s'engager, donc ça leur permet de mieux connaître le métier et puis de prendre peut-être mieux la bonne décision. Et puis tout simplement des personnes qui sont passionnées par la cuisine. Je commence ici, je verse l'eau, je verse le sucre. Tu veux que je commence là? Le défi du jour, faire une bûche de Noël. L'affaire sera bouclée en une courte vidéo de 5 minutes, ce qui est infiniment plus rapide que de réaliser un MOOC. Il faut écrire les scénarios, il faut après réaliser les tournages, mais derrière il y a toute une équipe qui assure les montages. Donc on va dire que il y a 4 mois de travail. Sur les 53 000 stagiaires en ligne de la première saison, près d'un quart voulaient devenir cuisiniers de métier. Parmi eux, Pierrick, ex-agent immobilier que le MOOC a convaincu de changer de voie. Le MOOC aussi m'a vraiment enthousiasmé de la cuisine parce que j'ai vu plein de techniques et puis la réalisation concrète parce que c'est accessible à des amateurs, mais c'est vrai que ça a un côté aussi, c'est fait par des professionnels, des vrais chefs. Donc ouais, ça permet vraiment de rentrer dans le bain et quand je suis rentré en formation, je suis en formation de cuisinier ici, c'est vrai que j'avais déjà mes marques et c'était beaucoup plus facile pour moi de m'adapter à la cuisine. La saison 2 du MOOC AFPA sera mise en ligne le 5 décembre pour tous ceux qui se seront inscrits dès aujourd'hui, histoire d'être fin prêt pour la bûche de Noël. La suite de notre série sur les chats. On s'intéresse ce soir aux chats des rues, ceux qui sont restés sauvages et dont il faut éviter la prolifération. Des associations tentent de venir au secours de ces animaux, souvent mal nourris et parfois maltraités. Nous avons suivi la journée d'une bénévole de l'association grenobloise Causa Animalia. Gilles Ragri, Florine Eba. Opération commando au petit matin. Je veux bien que vous me preniez les 2 petits, on va se rapprocher de l'angle là-bas. Voilà, je vais faire un chemin de temps là et je vais mettre la boîte au fond. Christelle Verdier est rodée à ce genre de manip. Une femelle et 3 chatons sauvages ont été signalés par les voisins. Des animaux inapprochables. Okay. Allez, on y va. La solution, c'est le piège. Un appât, des bêtes affamées. Le tour est joué. Allez, c'est bon. Reste la mère à attraper. Christelle est bénévole pour l'association Causa Animalia. Elle passe une bonne partie de son temps libre à aider les chats en souffrance. Les chats des rues, c'est la misère. Voilà, il faut bien se dire que les gens voient un chat passer, oh bah tiens, il fait sa vie, il va chasser une souris, il va manger, il va se débrouiller, mais en fait, le chat, il ne se débrouille pas, il ne faut pas croire ça, quoi. Alors qu'il mange une souris, effectivement, mais enfin, déjà, il ne se nourrit pas uniquement de souris, et en plus, s'il n'est pas soigné, effectivement, il va crever, vous n'allez pas le voir parce qu'il va se cacher. Direction maintenant le cabinet vétérinaire pour faire stériliser les animaux. Car le but premier est d'empêcher leur prolifération dans les villes. Et pour les soins élémentaires aussi. Bonjour. Alors, un vermifuge à chacun, donc une pipette. Tout cela pèse beaucoup sur le budget de l'association. Ils nous font crédit,
C'est pour ça que c'est notre vétérinaire référent et aujourd'hui on est à 30 000 € de découvert. Là on fait un appel carrément, oui, à bénévoles surtout aussi, parce que bénévoles nourrisseurs, bénévoles piégeurs comme j'ai fait moi, comme je fais moi, bénévoles donateurs, effectivement, voilà, ouais, c'est très important. Bénévoles famille d'accueil aussi. Causa Animalia a sauvé l'an dernier des centaines de chats dans l'agglomération grenobloise avec une mince subvention pour seule aide publique. Tout repose donc sur les épaules des bénévoles et donc aussi sur les familles d'accueil. Ouais, toi. Comme chez Annick Clavel, une des fidèles de l'association. Ils sont où les bébés? La plupart des chats trouvés au hasard des rues doivent être proposés à l'adoption. Ils sont trop chauds, t'es la meilleure famille d'accueil de la région, toi. En attendant, ils doivent être pris en charge et chouchoutés. La famille d'accueil, c'est le deuxième maillon de la chaîne après le piégeage, après moi, entre guillemets, et avant l'adoptant. Donc cette période intermédiaire, elle est nécessaire. On les retape, donc soit nourriture, soins ou sociabilisation. Et ensuite, une fois que le chaton est donné, eh ben, il est exempt de maladie, exempt de puces, il est totalement sociable, pas de souci avec les enfants, et il est en pleine santé. Voilà. Chaque jour, Christelle nourrit, soigne et sauve des chats mal en point. En se disant peut-être que dans chacun de ces animaux respire un petit bout de l'humanité. Le seul moteur, oui, voilà, c'est l'amour du chat, c'est vouloir sauver le monde. On ne le sauve pas, mais on essaye. Avant de se quitter, cette dernière info, circulation en raison des prévisions de chute de neige. Le département de la Savoie annonce la fermeture hivernale des cols du Galibier et de l'Iseran. Ce week-end, d'autres cols pourraient ponctuellement être fermés à leur tour. Les cols de la Madeleine, du Mont-Cenis, de la Croix de Fer, du Glandon et du Cormet de Roseland. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis l'édition nationale. Prochain rendez-vous avec l'actualité de votre région dans le Soir 3 à 23h05. Bonne soirée.